3 ans après les attentats les plus meurtriers jamais commis en France, l'enquête progresse et touche bientôt à sa fin. Alors qu'un procès devrait débuter en 2020, de nombreuses zones d'ombre persistent et la menace terroriste pèse toujours sur la France. Des rémunérations et des notes de frais dignes de hauts cadres d'entreprise, le syndicat Force ouvrière est éclaboussé par des révélations sur le train de vie de ses chefs. Une sale affaire pour le syndicat à moins d'un mois des élections professionnelles. Madame, Monsieur, bonsoir. 3 ans, jour pour jour, après les attentats de Paris et Saint-Denis, le Premier ministre Édouard Philippe a présidé les cérémonies en mémoire des victimes, un hommage qui n'efface pas pour autant la menace terroriste. Thibaut Bastide. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce matin pour rendre hommage aux victimes de l'attentat commis en ce même lieu le vendredi 13 novembre 2015. Une plaque leur rend hommage. À la mémoire de Manuel Diaz et en respect aux nombreux blessés et victimes du terrorisme sur ce lieu, le soir du 13 novembre 2015. C'est une scène désormais devenue tristement célèbre, 3 ans après les attentats djihadistes les plus meurtriers commis en France. Et comme chaque année, un hommage national a été rendu ce mardi aux défunts et aux blessés. Le cortège, constitué d'associations de victimes, de plusieurs membres du gouvernement et des maires de Paris et de Londres, s'est tour à tour rendu sur les 6 lieux des attaques, à commencer par le Stade de France, avant de rejoindre les terrasses des restaurants et le Bataclan. Un parcours à la mémoire des 130 morts et des centaines de blessés mené par le Premier ministre Édouard Philippe et non par Emmanuel Macron. Une absence remarquée puisque c'est la première fois que le président de la République n'assiste pas à cette cérémonie tant symbolique que mémorielle. En effet, en 2017, Emmanuel Macron, élu quelques mois auparavant, et son prédécesseur François Hollande avaient tous deux rendu hommage aux victimes des attentats en retraçant ce même parcours. D'ailleurs, de son côté, l'Action française a également rendu hommage aux victimes des djihadistes en plantant sur le Champ de Mars 245 croix correspondant aux 245 victimes du terrorisme islamiste depuis les attaques de Charlie Hebdo. Mais 3 ans plus tard, la menace du terrorisme islamiste est loin d'être éradiquée. Depuis ce soir du 13 novembre 2015, de nombreuses attaques ont été perpétrées en France, sans compter les projets d'attentats déjoués par les services de lutte antiterroriste. 55 en 5 ans, dont 6 cette année, selon le nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. S'il avance par la même occasion que le risque d'un attentat de grande ampleur commandité par Daesh est désormais moins probable, la menace exercée par les individus vivant sur le territoire pèse toujours. Un aveu qui rappelle que le risque zéro n'existe pas. Et après la démission de Gérard Collomb, dépassé par les événements sécuritaires, la nomination de Christophe Castaner au poste de premier flic de France n'a pas de quoi rassurer. En effet, l'inexpérience de l'ancien porte-parole du gouvernement à ses fonctions a déjà été pointée du doigt. Et ce n'est pas la gestion de l'épisode de la purge des policiers annoncé le soir du 31 octobre qui fera mentir les détracteurs du ministre de l'Intérieur. Et il aura fallu plus de 3 ans pour que l'enquête après les attentats du 13 novembre arrive dans la dernière ligne droite. Pour autant, la perspective d'un procès, notamment de Salah Abdeslam, n'efface pas les questions restées en suspens. Toujours Thibaut Bastide. Voilà maintenant 3 ans qu'un commando de terroristes islamistes a semé la mort dans les rues de Paris. Le soir du 13 novembre 2015, 9 djihadistes avaient attaqué en plusieurs points la capitale française et Saint-Denis, aux abords du Stade de France, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concert du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 450 blessés. 9 terroristes, tous identifiés, parmi lesquels un seul survivant, Salah Abdeslam. 3 ans plus tard, le souvenir est toujours là et 70% des Français citent spontanément les attentats du 13 novembre 2015 comme les actes terroristes les ayant le plus marqués depuis l'an 2000. Un souvenir accompagné d'une enquête judiciaire tentaculaire ayant mis à jour une cellule djihadiste bien plus importante derrière ces attentats, avec des ramifications à travers l'Europe, essentiellement en Belgique et aux Pays-Bas. 11 suspects sont actuellement aux mains de la justice et au moins 6 autres font l'objet d'un mandat d'arrêt international, dont les frères Fabien et Jean-Michel Klein, 2 figures bien connues de l'organisation État islamique. Si l'enquête a permis de faire la lumière sur une grande partie de l'affaire, de nombreuses zones d'ombre persistent, notamment après la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire attestant que des actes de barbarie avaient été commis sur les victimes du Bataclan. Des actes ignorés ou tout simplement passés sous silence par les autorités judiciaires et l'exécutif du quinquennat Hollande. Des questions restent donc en suspens, sans savoir si l'appareil judiciaire arrivera à trouver des réponses d'ici
d'ici à la fin des investigations, prévues au plus tard pour septembre 2019. Une date imposée par la limite de 4 ans de détention provisoire pour plusieurs mises en examen. Une échéance à ne pas dépasser car Salah Abdeslam, qui ne s'est exprimé qu'une seule fois pour justifier les attaques djihadistes, est en détention provisoire jusqu'à avril 2020. Passé cette date, si le procès prévu pour durer au moins 6 mois n'a pas eu lieu, il sera libéré. Une éventualité que les enquêteurs et les familles de victimes ne peuvent envisager, quitte à faire l'impasse sur certaines interrogations. En effet, le procès du dernier survivant du commando responsable des attentats revêt un caractère hautement plus symbolique et important, même si Patrick Jardin, père d'une des victimes des attentats du Bataclan, n'attend rien de ce procès. Qu'est-ce que vous voulez que ça serve à quoi? Bon, je pense qu'il va prendre perpète. Bon, dans 25 ans ou 30 ans, il sera relâché et puis voilà, c'est tout. Vous savez, de toute façon, moi je pense que ce mec-là, il mérite la mort. Grâce à Monsieur Banater, il va passer à travers. J'attends rien du tout de plus que ce qui va se passer. Bien évidemment, je m'y rendrai, mais j'en attends rien du tout. Les 3/4 sont morts. Le principal accusé ne dira rien, parce que si jamais il a le malheur de dire quelque chose, on va le suicider. Et les deux protagonistes qui restent dans la nature, à mon avis, on n'arrivera pas à les attraper. Donc pour moi, ça ne va pas donner grand-chose. Non, parce que je pense que les juges d'instruction font ce qu'il faut pour qu'ils soient jugés avant 2020 quand même. J'espère qu'ils ne nous feront pas l'injure de le laisser repartir dans la nature comme rien ne s'était passé. Ainsi, l'heure n'est plus véritablement à l'investigation, mais bien à l'organisation de ce rendez-vous qui s'annonce complexe et inédit en raison du nombre exceptionnel de parties civiles et d'avocats. Une situation qui pose également la question de trouver un lieu adapté avec des mesures de sécurité adéquates, car actuellement, aucun tribunal n'est en capacité d'accueillir un tel procès. Chez Force ouvrière, la revalorisation salariale commence chez les patrons. Certains cadres du 3e syndicat de France se sont fait épingler pour des rémunérations et des notes de frais démesurées. Un énième scandale du monde syndical qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Olivier Frère-Jacques. Les patrons de FO se mettent bien. Des documents publiés par le journal Le Parisien révèlent que des salariés et cadres du syndicat Force ouvrière profitent largement de la manne financière mise à leur disposition par l'État et par les cotisations des adhérents. Alors que le poste de secrétaire général du syndicat est vacant depuis le 17 octobre et la démission de Pascal Pajot après le scandale du fichage des cadres de l'organisation, le syndicat va devoir faire face à un nouveau scandale alors même qu'il n'a plus de chef. Et cette fois-ci, le scandale est financier, car si les partis politiques, toutes couleurs confondues, ont fait l'objet de révélations sur des détournements, des pratiques mafieuses et des dépenses démesurées, les syndicats ne sont pas en reste. L'ancien secrétaire général, Jean-Claude Mailly, touchait ainsi la coquette rémunération de 100 000 € brut annuels en 2017. Sa prime de départ à la retraite était, elle, de 22 000 €. Ce dernier aime d'ailleurs bien l'argent, puisqu'à 65 ans, il traîne toujours ses guêtres, mais à présent dans le cabinet privé de conseil Alixio. 5 autres salariés du syndicat auraient également touché des revenus à hauteur d'environ 80 000 € brut annuels. Une salariée proche de la direction, dont le poste et le travail ne sont pas vraiment définis, toucherait pour sa part plus de 85 000 € annuels grâce à des primes juteuses. Celle-ci doit probablement avoir des qualités reconnues par ses supérieurs. D'autres cadres, qui ne sont pas salariés de la centrale, ont perçu des sommes entre 30 et 60 000 € en plus de leur traitement de la fonction publique. Quant au bureau confédéral, il n'est pas non plus à plaindre. Ses membres se sont fait rembourser près de 400 000 € de frais en 2017, soit 30 000 € par tête de pipe. On y retrouve des frais d'hôtel, d'avion, de loyer, de train et des dépenses dites courantes. Parmi ces petites factures, l'éphémère secrétaire général Pavageot est en pôle. Alors qu'il était secrétaire général chargé de l'économie en 2017, mais déjà en campagne pour la succession de Mailly, il dépensait à lui seul 50 000 € en frais. Mailly, plus sobre, en était à 34 000 € annuels. Joli montant aussi pour les secrétaires confédéraux, inconnus du grand public et qui, sur la période 2015-2017, ont présenté des frais allant jusqu'à 60 000 € annuels. Il manque d'ailleurs souvent le détail de ces dépenses, notamment pour les vols. Mais avec des sommes pareilles, on peut facilement penser à des déplacements exotiques en classe affaires. Le pic de facture Air France de la centrale se trouve d'ailleurs fin juillet, une saison où l'on bat peu le pavé.
Des sommes à donner le tournis et qui ne sont que la face émergée de l'iceberg syndical. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette crise arrive au pire des moments pour Force ouvrière. Alors que le poste de secrétaire général est vacant, le syndicat a vu 3 candidats se présenter à la succession de Pavageau. Pas vraiment un bon signe alors que le consensus était l'usage dans la centrale. Ainsi, Patrice Clot, proche des anarchistes, se disputera la place avec Christian Grolier, qui représente les fonctionnaires, et Yves Verrier, le plus ancien membre du bureau confédéral et proche de Jean-Claude Mailly. C'est donc une opposition entre une ligne réformiste et une ligne plus rouge qui pourrait amener à une scission ou en tout cas à de sérieuses oppositions à l'issue du vote des 21 et 22 novembre prochains. Une sale période pour FO, mais aussi pour les autres centrales. En 2014, Thierry Lepan, alors patron de la CGT, avait fait réaliser des travaux pour des sommes exorbitantes dans son bureau et chez lui. Des révélations chocs qui n'ont cependant rien d'extraordinaire dans un monde syndical gangréné par l'opacité, que ce soit côté salarié comme du côté patronat, si l'on veut bien se souvenir de l'affaire de la caisse noire de l'UIMM en 2007. Pour le moment, le bénéficiaire de ces affaires semble être la CFDT. Devenue premier syndicat de France en nombre d'adhérents, la centrale du syndicat de collaboration n'est cependant pas à l'abri des scandales, les grands déballages n'épargnant souvent personne. Autre grand bénéficiaire, probablement le premier, Emmanuel Macron, qui se retrouve les mains libres face à des dirigeants de syndicats démissionnaires ou corrompus. Prochain test pour les centrales, le 6 décembre prochain. 5 millions d'agents et de fonctionnaires vont voter pour leurs représentants. C'est là que se trouvent les réservoirs de voix pour les syndicats, puisque le taux de syndicalisation est de 19% dans le public contre 9% dans le privé. Ces élections donneront donc un aperçu des conséquences des affaires qui ont éclaboussé le syndicalisme ces dernières années et surtout permettront d'y voir plus clair dans le nouveau paysage syndical français. La surveillance continue. Le ministre du Budget et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé que le Trésor public scrutera bientôt vos comptes sur les réseaux sociaux pour s'assurer que votre déclaration d'impôt et vos publications sont en adéquation. Une mesure inquiétante. Big Brother te redresse. Gérald Darmanin, le ministre du Budget et des Comptes publics, a annoncé que l'administration fiscale allait désormais s'intéresser aux publications sur les réseaux sociaux. L'objectif, déceler une quelconque incohérence entre les déclarations d'impôts des administrés et des signes de grands trains partagés sur le web. Viré en voiture de luxe, voyage à répétition ou palace, tout pourra désormais passer au crible des inspecteurs des impôts consacrés à la tâche. Pour l'heure, l'initiative n'en est qu'à l'étape de l'expérimentation, mais tout porte à croire que vos données seront bientôt scrutées à la loupe pour être finalement rapprochées de vos déclarations. En effet, la mesure mise en place dès 2019 s'inscrira dans une volonté globale de traquer les fraudes fiscales et prévoira davantage de sanctions. On comprend donc l'intérêt d'améliorer le ciblage. Ainsi, gare au signe extérieur de richesse, car le petit plaisir pourra rapidement se transformer en exemple d'une arnaque au trésor public. Dans le même ordre d'idée, la géolocalisation pourra également être un élément déterminant. En effet, impossible d'échapper à votre dû en déclarant habiter à l'étranger si vous publiez des photos de vous de manière récurrente en France. Et au-delà de l'aspect intrusif que le ministre a balayé d'un revers de main, une autre dimension de la démarche est encore plus inquiétante, l'éternelle question du big data. En effet, les données qui seront collectées par les services des impôts auront vocation à être conservées pour ensuite être échangées avec d'autres services de l'État. Et si la consultation des données librement accessibles ne constitue en soi pas un problème légal, le stockage des données peut lui poser plus de questions, notamment sur les droits d'auteur et bien sûr la propriété intellectuelle. Un comble quand l'État vient d'imposer à toutes les entreprises, y compris les plus petites structures, des mesures drastiques pour respecter le règlement général sur la protection des données, dit RGPD. Et à présent, c'est le moment de l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Nouveau suicide dans la police. Âgé de seulement 36 ans, le gardien de la paix Maggie Biskupski, également présidente de l'association des policiers en colère, a mis fin à ses jours lundi avec son arme de service dans son domicile des Yvelines. La jeune femme travaillait à la brigade anticriminalité, une branche particulièrement en prise avec la délinquance au quotidien. De plus, l'IGPN, la police des polices, avait ouvert une enquête la concernant pour être sortie de son devoir de réserve pour dénoncer les violences contre les policiers. À croire que si les Français soutiennent les forces de l'ordre, la hiérarchie, elle, a encore du boulot.
Le roi de la jungle sur les Champs-Élysées. Lundi soir, un lionceau a été découvert à bord d'une voiture de luxe sur la plus belle avenue du monde. C'est lors d'un contrôle que les policiers ont découvert le fauve dans une Lamborghini de location. Le chauffeur a été placé en garde à vue et le lionceau pris en charge. Il ne s'agit pas d'un acte isolé. En octobre, un autre lionceau avait été retrouvé dans un garage automobile à Marseille et un individu qui en détenait un dans son appartement du Val-de-Marne a été condamné à 6 mois de prison ferme. The last but not least, lundi, les 27 se sont une nouvelle fois réunis pour mettre à plat un énième plan de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. À 4 mois et demi de la date officielle du Brexit, le gouvernement britannique a donc l'occasion d'accepter un accord à l'amiable avec Bruxelles. Une des principales questions tournait autour de l'avenir des frontières de l'Irlande du Nord, province de la Grande-Bretagne, avec la République d'Irlande. Un maintien de l'Irlande du Nord dans l'union douanière a été largement évoqué, mais le parti unioniste de la province, dont Theresa May a besoin pour conserver sa majorité, refuse toute solution qui l'isolerait du reste de la Grande-Bretagne. Le DUP propose donc que ce soit tout le pays qui reste dans l'union douanière, un cas de figure rejeté d'un trait par les partisans d'un Brexit dur. La solution n'est donc toujours pas trouvée. Le musée de Rostov crie aux voleurs. Selon le journal des Arts, le musée russe a demandé l'ouverture d'une enquête pour le vol du tableau Samovar de Malevitch, actuellement exposé au centre Georges Pompidou à Paris. Prêté jusqu'au 25 février à l'Institut parisienne, le tableau appartient au MoMA à New York, mais le musée de Rostov affirme que le tableau lui a été volé il y a un demi-siècle. Pour l'instant, aucune action officielle n'a été prise en Russie à l'encontre des musées parisiens et new-yorkais. C'est ce qu'on appelle l'amour 2.0. Akihiko Kondon, un japonais de 35 ans, a épousé un personnage numérique à la plus grande déception de sa mère, qui a refusé l'invitation au mariage. 恋愛対象自体は初音ミクっていう全体の大きな概念に対して抱いてますけども、ただ結婚したのは我が家のミクさんっていう形になりますね。このキャラクターを好きなんだっていうことを言えない風潮がどうしても出来上がっているんですね。式とかやりたいなと思っている方がいらっしゃるはずなんですよ。そういう方々の背中を押したいっていう意味合いもあって結婚式を挙げました。Pour se marier avec ce personnage virtuel, Akihiko Kondon a déboursé plus de 15 000 €. Et dans un instant, notre Zoom du jour, député européen du groupe EFDD de Nigel Farage, Bernard Monod nous dresse le bilan de sa mission de travail en Nouvelle-Calédonie lors du référendum sur l'indépendance de l'archipel. La France, contrairement à tout ce que disent nos élites qui sont disqualifiées compte tenu des résultats et de la ruine de la France, la France est encore une grande puissance dans le monde. Elle doit le demeurer, notamment grâce à la Nouvelle-Calédonie, puisque la France est la deuxième puissance maritime dans le monde. Et si on perdait la Nouvelle-Calédonie, on perdrait également ce statut. Donc ça sous-entend derrière toutes les ressources possibles, que ce soit minières, d'énergie, les ressources halieutiques aussi. D'autant qu'avec l'évolution de la loi sur le droit de la mer, nous devrions avoir peut-être un rang de première puissance mondiale, y compris devant les États-Unis. Le dossier est à l'ONU depuis déjà 10 ans. Je pense qu'il y a une position géostratégique extrêmement importante dans la zone Pacifique. Et ce soir, c'est mardi, c'est l'histoire. Retrouve également Passé Présent. Philippe Conrad évoque la chasse aux sorcières aux États-Unis pendant la guerre froide. Et Stéphane Cochelin présente ensuite son ouvrage « La mort n'était pas au rendez-vous » sur les rescapés les plus chanceux du XXe siècle. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il arrive parfois que de manière pas toujours innocente, on me dise « Regarde Zemmour par exemple, il a du courage ».
Je dis de manière pas toujours innocente parce que le propos sous-jacent, je veux dire à Campagnol, chez les gens plutôt de gauche qui sont assez critiques envers ce que je raconte, c'est quitte à être réactionnaire, pourquoi tu te lâches pas davantage? Pourquoi ta renommée n'est pas plus importante et rejaillirait au moins sur le village? Ça serait amusant, tandis que là, non seulement tu passes pour conservateur, pour réac, mais on te voit plus sur LCI. Donc au bout d'un moment, vous finissez par comprendre ce qu'on vous reproche, et on vous reproche de ne pas vous exposer à encourir un procès de temps en temps. Et là, vous vous dites, il faut que je traite cette question sous un angle auquel personne ne songe jamais, celui des coûts de la justice, en termes financiers, mais en termes moraux aussi. Pour reprendre l'exemple qui m'est souvent cité, celui d'Éric Zemmour, donc, on néglige un détail, et même deux, c'est qu'il a dû gagner avec ses livres 2 ou 3, peut-être davantage, millions d'euros dans les dernières années, ce qui lui permet largement de choisir l'un des meilleurs avocats de Paris, lequel a d'ailleurs intérêt à plaider pour lui, c'est bon pour sa propre renommée. Et puis il y a un autre détail, c'est qu'il a un réseau d'amis et de conseils après une carrière que j'ai croisée souvent, somme toute assez mondaine au Figaro, et qui permet à n'importe qui d'affronter n'importe quelle procédure judiciaire avec une meilleure assurance, puisque vous êtes entouré de gens qui vous disent « on est avec toi ». Dans le cas d'un auteur moins vedettisé, et donc moins riche et moins entouré, qui gagne à tout casser 10 000 euros par an avec ses livres, suivez mon regard, payer un avocat devient un souci, être seul devant l'hydre des associations en est un autre, la complicité d'une action en justice qu'on est à répondre de quelque chose ou qu'on veut rétablir son droit, est donc intolérable aux petites gens, comme j'en ai fait l'expérience à Campagnol récemment. Et là, nous quittons le terrain personnel. J'ai entrepris de me renseigner récemment pour une dame qui n'avait que sa retraite de 1 000 euros et qui souhaitait l'aide juridictionnelle. Donc vous allez regarder sur Internet et vous voyez qu'il y a une permanence à la ville voisine le mardi matin ou quelque chose comme ça, mais qu'il y a aussi une sorte de numéro vert correspondant à l'association locale des avocats. Ce numéro que vous trouvez sur Internet, donc, est visiblement importable. J'imagine que c'est le secrétaire du club des avocats en question, membre de l'aide juridictionnelle. Eh bien, c'est simple. Pendant 3 semaines, j'ai essayé à toutes les heures d'appeler pour cette dame ce fameux numéro d'urgence unique. Jamais aucune réponse. Dans ces conditions, on comprendra que l'accès de tous à la justice est un leurre. Il y a ceux qui ont les moyens d'attaquer et de se défendre, et puis il y a les autres. J'en profite pour évoquer les chances que vous avez d'avoir gain de cause, par exemple, si vous vous attaquez à une décision administrative devant un tribunal administratif. Cette fois, c'est encore pire, comme me l'écrit un spectateur méticuleux qui m'envoie le dossier entier de son affaire. J'en tire que les conclusions. Contre une mauvaise foi permanente et un recours non moins permanent à une politique du genre « le plaignant finira bien par se lasser », on ne peut gagner que très rarement contre la puissance publique. Ce monsieur attaque la DDE qui a placé un tas de gravats devant chez lui dans une zone de captage, constat, référé, rejet, appel sans avocat dans le cadre d'une procédure dite de référé liberté qui n'exige pas d'avocat. Réponse de la puissance publique, on rejette votre requête car vous n'avez pas d'avocat. Nouvelle requête pour déni de justice. En fin de compte, il sera peut-être entendu un jour, ce monsieur, mais dans le meilleur des cas, comme je l'ai vu à Campagnol, la justice administrative lui donne raison contre la mairie ou le conseil général, mais il est très rarement question, il n'est jamais question de réparer le préjudice subi. On lui consent tout juste le remboursement des frais de justice. Donc en fin de compte, on a l'impression d'une machine qui est programmée pour maintenir sa propre survie. Elle diffuse des anticorps contre les justiciables et quand elle est piquée au vif, elle sort une trousse de secours, une sorte de forfait dédommagement qui éteint toute poursuite ultérieure. Alors vous allez me dire, que se passe-t-il quand un plaignant a les moyens de payer des recours par un avocat très pointu? Eh bien, on fait durer, en employant les 1000 astuces du droit, quitte à les inventer. On vous dit qu'il fallait un avocat alors que le texte dit le contraire. On vous dit que votre plainte n'est pas recevable parce qu'il manque tel ou tel papier alors qu'il était dans le dossier. On vous dit que le délai a été dépassé alors que c'est pas vrai. En d'autres termes, tout est bon pour la puissance publique. Elle peut décourager le plus zélé des plaignants. Elle est juge et partie en même temps en permanence et elle ne se rend pas compte d'une chose, c'est de la colère sociale que ces choses-là finissent par engendrer au fil des années. Quand se produit une explosion, on se demande toujours comment une cascade de négligence a pu mener au drame. Et là, c'est pareil, ça fait des années que la justice manipule des produits dangereux sous le même hangar et on commence à redouter un AZF judiciaire. Ici, c'est Campagnol TVL, c'est sur YouTube. Abonnez-vous, merci.